Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la superbe brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés. Et comme vous le savez, nous sommes disponibles sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Concernant notre deuxième invité aujourd'hui, son expérience vaste et variée en musique et en sonorisation en fait un DJ ayant cette petite touche supplémentaire, lui qui est également musicien. Nous allons évidemment parler dance music, mais aussi de l'aspect technique derrière la musique. Il nous a aussi concocté sa liste des meilleurs tubes de tous les temps en musique de club. Nous recevrons donc DJ Pat Duff, Patrick Dufresne. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre premier invité, dire de lui qu'il est dorénavant l'une des figures les plus associées au baseball et appréciées du milieu serait de toute évidence se répéter, lui dont l'expérience et l'expertise demeurent indéniables. Pour en connaître un peu plus sur l'homme derrière l'analyste aujourd'hui, avec nous celui qui se nourrit de famille, d'amour et de balles depuis toujours, du réseau des sports, le sympathique Marc Griffin. Bonjour Marc. Comment ça va? Ça va très bien. Comme toujours, heureux de te voir. Comme tu le disais avant l'émission, ta visite annuelle, qui correspond au début de saison. Mais la dernière fois qu'on s'est vu, je crois que c'était au mois de février. Ça se peut-tu? Je pense qu'on s'est vu au mois de février. Peut-être, mais mais en tout cas, le rendez-vous de début de saison, lui, là, oui, on le manque pas. Oui, exact. Parce que je suis un amateur de sport et spécialement de baseball. On va essayer de faire différent aujourd'hui parce que je ne veux pas te faire répéter tes prédictions pour une 75e fois depuis 2-3 semaines. Comment se comporte le trio? Parce que tes trois fils évoluent dans quand même un niveau assez élevé au baseball, soit Henri, Léo et Edmond. Comment va leur santé surtout et leur saison? Ah, ça va très bien. En fait, santé, ça va très bien. Ils sont, écoute, ça grandit, 20 ans, 18 et bientôt 15. Est-ce que ça te fait bizarre? Non, mais écoute, là, j'accepte le fait que, puis qu'il va avoir 21 dans quelques mois, là, fait que oui, non, mais il est aux États-Unis présentement, dans un collège américain, ça va très bien. C'est un lent début en raison d'une blessure, puis là, ça va beaucoup mieux. Mon deuxième va aller au même collège l'année prochaine. Fait que ça se passe au Kansas. En fait, non, parce que ce sont des junior college, donc des programmes de 2 ans. Alors, c'était 2 premières années universitaires, finalement, aux États-Unis. Et là, mon plus vieux devra transférer dans une université pour ses 2 dernières saisons. Et mon plus jeune qui regarde ses frères aller, puis qui pousse, puis qui... Le plus jeune, ça, c'est Léo. C'est Edmond. Edmond. Oui. Je pense que ça vient diversifier, on reste dans le baseball, mais ça vient diversifier ton intérêt sur ce qui se passe. Encore plus de statistiques à Non, je suis pas vraiment statistique. Mais oui, les statistiques font partie évidemment du baseball, mais c'est plus que ça. C'est le baseball. Oui, je sais que les gens regardent les sommaires de match puis tout ça, mais le baseball c'est plus que ça. Puis d'ailleurs, un des problèmes que je vois là, c'est que les jeunes d'aujourd'hui regardent moins le baseball à la télévision. Ce qui fait que leur connaissance baseball est moindre. Le côté athlétique est très bon, le côté de se démarquer, de Quand créer... tu dis les jeunes, tu parles aussi des États-Unis ou au Québec? Non, je parle des États-Unis aussi. Je parle les jeunes. Alors, on est de plus en plus athlétique. Tu sais, les joueurs, tu le vois dans le baseball majeur, là, les jeunes qui arrivent de plus en plus tôt. Le problème, c'est que les jeunes connaissent moins la game, moins le jeu. Et je l'ai constaté au niveau du baseball professionnel mineur, et je le constate aussi au niveau collégial. Où mon directement relié au nombre d'heures de visionnement. C'est-à-dire que, tu sais, le baseball, oui, il faut que tu lances, il faut que tu frappes, il faut que tu cours, tu attrapes tout ça, mais où tu lances la balle une fois que tu l'as? Qu'est-ce que tu fais avec... L'automatisme. Bon, ce que j'appelle, moi, le baseball IQ. Hein, bon. Alors, ça, on le réalise. Alors, moi, j'essaie d'assurer que mes fils ne tombent pas dans ce panneau. Pardon, à écouter des matchs. Non, je force pas. Je te garantis que je force pas. Mais ils vont suivre, par exemple, des matchs collégiales. Ils vont suivre du baseball majeur, évidemment. Mais c'est important, si tu veux faire quelque chose dans ce domaine-là, c'est pas tout d'avoir les habiletés. Il faut connaître tout le sens du jeu. Oui. On va y aller dans l'actualité. Moi, je veux un point de vue peut-être un petit peu différent sur la saga Shohei Ohtani. Quel point de toute cette histoire te laisse un peu plus perplexe parce qu'il est maintenant associé au gambling par la bande, comme dirait l'autre. Moi, l'accès au compte de dépenses, me semble qu'il devait bien voir qu'il y a quelque chose qui se trame ou qu'il y a quelque chose, mais encore là, c'est son ami, c'est son interprète, il est dans un autre continent. Ton point de vue, mais je veux savoir quel point dans toute cette histoire-là, toi, viens de chercher. Bien, premièrement, oui, c'est un peu louche, parce que
qu'il ne soit pas au courant du tout, c'est ça un peu qui m'agace. Mais bon, ceci étant dit, on ne connaît pas le dossier. Mais... Ça t'agace un peu? Ben oui, absolument. Ce qui est important de comprendre, c'est que Shohei Ohtani ne vient pas de perdre son interprète. C'est un gars qui faisait tout pour lui. Oui, c'est ça. Aller à faire ses repas, là, dans le sens que qu'est-ce qu'il allait manger, son entraînement personnel. Alors on sort un peu Shohei Ohtani là, de vraiment sa zone de confort avec tout ça. Est-ce qu'il était naïf? Possiblement. C'est pas impossible, parce que connaître le personnage, d'avoir parlé à ses anciens coéquipiers, à ses coéquipiers actuels qui disent « Écoute, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe ». Fait que ça se peut qu'il soit naïf, mais il reste quand même un petit côté louche à tout ça. On va savoir le fond de l'histoire, c'est le FBI qui a ça dans leur main, donc on ne pourra pas étouffer ça s'il y a quelque chose. C'est le visage du baseball actuellement, donc ça serait important que ça... Il faudrait que ça règle ça rapidement, parce que plus ça tarde, tu comprends? Plus les gens se font des idées à ce moment-là. Avec tout ça, est-ce qu'on peut dire qu'il y a plus de pression sur l'athlète de haut niveau aujourd'hui en raison de l'argent et des réseaux sociaux qu'il y a 30 ans? Assurément. Même moi, je suis content de ne pas avoir joué dans l'époque des réseaux sociaux, juste par le fait de critique ou de... Tu sais, c'est tellement facile aujourd'hui de poser un geste. Tu sais, se critiquer, se plaindre, c'est rendu trop facile. Ouais. Alors, oui, absolument. Puis, compte tenu que les salaires sont élevés. Puis, le problème aussi, au niveau des salaires, là, j'excuse pas personne ne fait pitié dans tout ça, là, mais il y a 5% des joueurs qui font 25 millions et plus, là. La grande majorité font 2 millions. Alors, ils sont pas à plaindre, là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas, tu sais, on sait bien que tu fais 30 millions par année. Non, tu fais pas 30 millions par année. La grande majorité font 2 millions. Donc, il faut juste des fois ramener un petit peu le contexte. Ceci étant dit, tu sais, des 700 millions comme Shohei Ohtani a signé, il y en a un. Oui, il va se faire payer seulement dans quelques années. Bon, alors... Un d'équipe, finalement? Oui, bien, en tout cas. C'est sûr qu'il y a différentes compagnies, différents commanditaires, un peu plus payants qu'à Flashback, je pense. Marc, on va accélérer le rythme parce que j'ai vraiment beaucoup de questions à te poser. Avais-tu plus de plaisir à jouer défensivement ou te présenter au bâton quand tu étais joueur pour, mettons, un exploit? Est-ce que tu es plus fier d'un grand chelem ou de capter une balle à la Willie Mays? C'est sûr que de frapper une balle ronde, un bâton rond, tu frappes une balle, puis tu sens rien sur le bâton. C'est ça le plaisir du baseball au départ. Au départ, c'est de frapper une balle. Mais plus tard, dans ma carrière, j'étais receveur lorsque je jouais au Québec, j'étais jeune, mais je suis devenu voltigeur de centre. Et assurément, de voler un circuit ou faire un plongeon dans l'allée pour empêcher un double de 3 points, c'est spécial. Ah, c'est spécial. Personnellement, j'aime mieux le jeu défensif, même si c'est sûr qu'il frapper un coup sûr opportun au bon moment, c'est intéressant. Qu'est-ce qui est le plus méritoire maintenant dans l'histoire du baseball? Est-ce que c'est une carrière défensive impeccable à la Ivan Rodriguez ou Ozzie Smith? Ou c'est quelqu'un qui fait une carrière sur un match à l'offensive comme Reggie Jackson, qu'on appelle Monsieur Octobre, à cause d'un match de 3 circuits, même s'il a fait une belle carrière, ben, un fait demeure, c'est que certains joueurs qui sont identifiés comme des héros suite à un exploit, Kirk Gibson, c'en est un autre, c'est pas la carrière de tous les temps, mais le fameux circuit 88. Qu'est-ce qui est le plus méritoire? Moi, je pense que day in, day out, à la Ozzie Smith, qui faisait ses pirouettes avant le match en plus, ça, c'est quelque chose. Ivan Rodriguez, receveur, je l'ai été receveur. C'est-tu demandant, ça? Ben, écoute, la question est très, très bonne. À chaque année, lorsque le temps de la renommée, puis les joueurs qui devraient y entrer ou non, tout ça, je te dirais que moi, ma première caractéristique, c'est la constance sur une longue période. C'est ça. Tu comprends? Ce qui fait pour moi Gordie Howe, le plus grand joueur de tous les temps. Bon, alors si tu, pendant 15, 17, 20 ans, tu sais, Hank Aaron n'a jamais eu de saison de 50 coups de circuit. Mais pourtant, tu comprends? Alors lui, c'était toujours constamment 40. C'était 30, 37, puis 45. Puis, alors il l'a fait pendant tellement une longue période que moi, comme athlète, je trouve ça extraordinaire. C'est un peu comme Crosby. Il n'y a pas de saison de 75 buts. Sidney Crosby, assurément, tombe dans... C'est comme une horloge. Quand tu as dit Hank, je pensais que tu allais parler de ton fils. Ben, écoute, j'espère qu'il va pouvoir garder une belle constance au cours de sa carrière. Marc, en quelques phrases, est-ce que c'est l'année des Blue Jays? Moi, j'en doute. Non. Non, c'est assez non, écoute, il y a trop de... Personnellement, c'est une équipe de poster boys, bien cute, mais qui n'a pas de chien. Moi, c'est ce que je pense. Moi, je pense qu'ils sont
on a surévalué. Trop jeune, peut-être. Non, on a surévalué parce que vous savez, des jeunes, là, c'est comme un dépisteur qui va voir un jeune au secondaire et dit, moi, je m'attends à ce que ce gars-là, lorsqu'il aura 25 ans, d'être bon. C'est pas une science exacte. Alors, lorsqu'on arrive dans un milieu comme ça, où Vlad Guerrero, par exemple, a une saison extraordinaire sa première année, donc les attentes sont très élevées, mais Vlad n'est peut-être pas le frappeur de 40 coups de circuit et 120 points produits. Je pense qu'il frappe même pas pour 200. Non, la saison est courte, mais je pense que c'est un gars de 25 circuits puis de 90 points produits. Ce qui est vraiment pas mauvais, mais ce qui n'est pas au-delà de ce qu'on pensait. Es-tu d'accord avec moi? Personnellement, c'est ce que j'applique ici. J'ai des conseils à donner, que ce soit en animation ou quoi que ce soit. C'est comme au hockey. La première minute de jeu est importante. Si après 10-12 matchs, tu frappes pour 200, c'est pas parti pour être une belle saison. Et c'est encore questionnable. Oui. C'est quoi qu'il fait? Il est mal préparé? Il veut trop? C'est quoi le problème? Ben, écoute, c'est parce que le problème persiste. Là, ça fait une couple d'années. C'est sûr que, écoutez, le baseball, c'est 600 présences au bâton. Et il y en a pas beaucoup encore. Fait que, moi, je suis porté à être patient. C'est certain que si tu commences sur une bonne note, ça augure bien, ta confiance est là, tu pars du bon pied. Là, c'est pas le cas présentement. On va lui donner du temps. Mais, je me répète, je pense qu'un gars comme Bo Bichette, par exemple, qui est excellent, qui est parmi les meneurs des coups sûrs dans la Ligue américaine à chaque année, mais est-ce qu'il peut être vraiment meilleur? Je ne pense pas. Est-ce que Springer peut être meilleur à son âge? Je ne pense pas. Donc, je pense qu'on a comme un petit peu surévalué cette équipe-là, qui va être une bonne équipe, mais est-ce que ce sera suffisant pour aller au bout? Je ne pense pas. Une équipe un peu plus que 500, peut-être pour se faufiler dans les séries avec le wildcard. On verra bien, on le souhaite. Ça, c'est certain. Quelques questions en rafale, des réponses courtes avant la pause. Un mot sur O'Neill Cruz, le géant des Pirates, qui, selon moi, va faire des flamèches d'ici quelques mois, quelques années. Ben, c'est la nouvelle tendance. O'Neill Cruz, Ella de la Cruz aussi des Reds. Ce sont des gars de 6 pieds 6, 6 pieds 7, mais qui courent comme une gazelle, qui ont de la puissance. C'est la nouvelle génération d'athlètes présentement qui est tellement bon pour le baseball parce que là, on a vraiment là, des athlètes hors du commun, puis ça attire d'autres bons athlètes dans ce sport-là. Très bonne chose, puis j'adore ce que les Pirates de Pittsburgh ont fait. O'Neill Cruz, évidemment, pour les Pirates de Pittsburgh. Est-ce que Shohei Ohtani, toi qui es dans le baseball, disons, depuis une quarantaine d'années, depuis l'âge, disons, de 15 ans, est-ce que Shohei Ohtani, c'est à peu près le meilleur que tu as vu? Sûrement le plus complet, mais c'est celui qui t'impressionne le plus? Ben, oui, parce qu'il fait les deux. Il est top 10 dans les deux, top 10 dans les deux. C'est extraordinaire. Alors, j'ai pas le choix. Mais est-ce que c'est le meilleur joueur de position? Non. Est-ce que c'est le meilleur? C'est sûrement pas le meilleur lanceur, ça, c'est sûr. C'est pas le meilleur lanceur, mais de combiner les deux de la façon dont il fait. C'est pas juste les combiner, c'est d'être parmi les meilleurs dans les deux qui est assez impressionnant dans le cas d'Ohtani. Les Rangers peuvent-ils et vont-ils répéter? Non, je ne crois pas qu'ils vont répéter. Très bonne équipe. C'est rare de voir deux jeunes possibles recrues de l'année dans une équipe qui a gagné la Série mondiale l'année auparavant. Mais il y a trop de bonnes équipes pour s'assurer que cette équipe-là va retourner en Série mondiale. Question un peu personnelle, et je pense que j'ai la réponse. Dans l'entre-saison, toi qui manges du baseball 3 fois par jour, si c'est pas plus, est-ce que dans l'entre-saison, finalement, tu es plus fatigué par manque de baseball? Que ça commence à rendu, mettons, à Noël, Noël, jour de l'an, tout ça. Là, non, après, commence à te chicoter. En fait, il n'y a plus vraiment d'entre-saison parce qu'il y a des nouvelles constamment. Puis surtout avec le marché des joueurs autonomes aujourd'hui, avec ce qui s'est passé cette année. Fait que, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Je vous dirais qu'à la limite, il faudrait que moi, je m'éloigne un petit peu pendant une couple de semaines. Pas facile. Pas facile. Nous sommes tous les deux issus de l'école ProMédia, un enseignement dont l'approche est radio-canadienne. Est-ce que le français est truffé d'anglicisme de plus en plus? Est-ce que pour toi, le français a trop changé? Quel est ton mot par rapport au respect de la langue par les temps qui courent dans les médias? Parce que je trouve parfois que ça se dégrade, même parmi les sommités qui ne respectent plus le cadre. Ben, c'est sûr que ça a changé beaucoup. On va se le dire, c'est plus ce que c'était à ce niveau-là. Moi, j'en fais une fierté avec Alain, mon partenaire à RDS, de toujours avoir... Alain qu'on salue, il va sûrement écouter ce exact. Et donc, c'est important pour nous autres parce que c'est une langue qui est riche, qui n'est pas facile, par contre, tu sais, les termes anglophones, le baseball, par exemple, mais il y a des termes incontournables, si on veut se faire comprendre. Exact. Mais ça reste que c'est important de faire ça. Je suis un petit peu d'accord avec toi aussi que le fait
on relâche un petit peu à ce niveau-là. Si on faisait des comparatifs avec tes débuts, sur quelle sphère, dans quel domaine de ton animation, ton analyse à l'écran et à la radio, tu trouves que tu t'es le plus amélioré? C'est sûr qu'on est plus fluide parce que la confiance est là, mais y a-t-il un aspect qui était peut-être plus difficile pour toi que tu as maîtrisé avec le temps? Ben, en fait, on vient d'en parler un peu, là, mais moi, lorsque j'ai quitté le baseball, je suis allé à Promédia immédiatement. J'ai grandi dans les termes anglophones. Alors, moi, au début, là, c'était pas un courbon, c'était un short-up, c'était un run-down, c'est pas une souricière. Oui, alors, mais il fallait vraiment que je me concentre à ça. Alors, là, aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Puis on aime trouver des termes. Par exemple, on a le fameux OPS au baseball, qui est le on-base et slugging percentage. Alors, moi et Alain, on a modifié ça en MPP. Donc, la moyenne de présence et puissance. Donc, on a francisé des termes de statistiques, parce que, évidemment, le baseball fait partie des sports où il y a le plus de statistiques. Alors, on a francisé des statistiques. Ça je trouve ça bien, bien le fun, puis les gens ont embarqué dans ça. Les fameux uniformes Fanatics, les joueurs sont les grands perdants dans tout ça. Ça va être quoi au mois de juillet? Est-ce que ça va perdurer toute la saison, ça? Parce que là, on s'en va vers la saison vraiment chaude. Oui, là, ça va être compliqué. C'est compliqué. Je sais que très beau. C'est pas beau. C'est de toute évidence pas confortable pour les joueurs. Major League Baseball a de l'air, pour parler un anglicisme, cheap. C'est pas super ce dossier-là. Je sais que au moins ça n'a pas trop levé, mais c'est pas super ce dossier-là. Et je sais qu'on travaille d'arrache-pied, je vous dirais même 24 heures sur 24 pour corriger la situation. Parce que c'est le partisan aussi qui est perdant. Moi, je regarde les petits noms dans le dos, là, puis on voit plus rien. C'est triste un peu à ce niveau-là. Ça a été un dossier mal géré. Je pense que tu vas aimer la prochaine question. Et c'est une question que je te poserai aussi hors d'onde. J'ai hâte de voir ta réponse parce que tous les genres, comment je pourrais dire, de joueurs qui sont dans l'âme, un joueur de baseball, s'imaginent. Aujourd'hui, à ton âge, est-ce que parfois tu t'imagines qu'est-ce que je ferais au bâton contre un lanceur des ligues majeures? Ben, c'est clair. Qui rentre à 99, mais la curve elle rentre à 90. En fait, ce que je me dis le plus souvent, c'est les connaissances, parce que, à mon époque, techniquement, il y avait, tu sais, aujourd'hui, la présence dans les réseaux sociaux ou la facilité d'aller chercher la bonne technique, c'est incroyable aujourd'hui. Alors, moi, je m'imagine avoir les connaissances que j'ai aujourd'hui, que je reçois toujours, mais les appliquer à 20 ans, 21 ans. Je me dis, est-ce que j'aurais fait un bout de chemin additionnel? Tu comprends? Ça, je me la pose souvent, cette question-là. Ton joueur favori chez le CH, un choix? Oh boy! Slav? Ben, probablement que Slav, de plus en plus... plus... son tour du chapeau. Ben, c'est parce que j'aime son physique, l'implication, tu sais, outre le talent offensif. J'aime ça, mais j'ai hâte que le Canadien ait un produit qui nous permet vraiment, on ressent. Parce que c'est sûr que finir 28e, c'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. Tu écoutes un match de Connor McDavid, puis je comprends qu'il est unique, là, ou de Sidney Crosby, tu as mentionné tantôt. On parlait de bons athlètes dans le baseball tantôt, il y en a au hockey aussi. Mais j'ai hâte de se dire, OK, on ne peut pas manquer le match de ce soir parce qu'il y a quelque chose. Rappelle-toi, même la fin des expos, il y avait quand même Vladimir Guerrero. On avait juste hâte d'aller voir ce que Vlad pouvait faire. J'ai hâte de sentir ça un petit peu plus. Ton joueur favori chez les Jays? Ben, bonne question. J'aime... écoute, il y en a quelques-uns. Certes, tu me poses la question, puis je me suis jamais posé la question, qui est mon joueur favori. C'est politiquement correct? Tu ne veux pas désavantager personne? Absolument pas. Absolument pas. C'est pas grave, je respecte ça. Non, mais parce qu'il y a quand même, il regorge de talent. Je vais dire deux choses. Justin Turner, que j'aime beaucoup, on parlait de baseball IQ tout à l'heure, mais parfait, ce qu'il a fait. Et Chris Bassett. J'aime beaucoup Berrios, mais Chris Bassett, on va se le dire, dans un talent moindre que certains très bons lanceurs, ce qu'il réussit à faire dans son analyse de frappeur, ça, je trouve que c'est le fun d'avoir un gars comme ça au monticule. Avant la pause, as-tu un choix pour la Coupe Stanley? Non. Non? Tu le suis quand même? Oui, absolument. Je suis ça. Écoute, je suis deuxième dans mon pool, j'aimerais ça terminer premier. Toujours un plaisir de te recevoir, mon cher Marc, que je te considère comme un ami. Et
merci de te revoir comme ça année après année à Flashback. C'est un gage de confiance pour moi venant d'un professionnel comme toi. Puisque je vous rappelle que vous regardez Flashback en direct de la Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant et accueillant. On vous offre d'excellentes assiettes et ce 7 sur 7, des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée, de tout pour tous les goûts. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame à Repentigny, la brasserie La Ripaille, une institution mythique, un endroit sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec le réputé analyste baseball du réseau des sports, Mark Griffin. Et quand on vous dit que La Ripaille, ça bouge et qu'on vous propose des spectacles pour tous les goûts, samedi le 13, soit dans 3 jours, ici même à La Ripaille, c'est la soirée Dance Hall Addiction 3. Avec DJ Fly High, DJ Slim et DJ P-Sound, une soirée pour danser, rencontrer et beaucoup de plaisir en perspective. Donc, samedi, le 13 avril, la soirée Dance Hall Addiction 3. Maintenant, un sujet un peu plus sérieux, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Vous aurez compris ici qu'on parle de bébites et la solution, c'est Rive-Nord Extermination, car pour certaines familles, c'est carrément un drame et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Chez Rive-Nord Extermination, c'est 35 ans d'expérience qui vous attendent, une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution une infestation, Rive-Nord Extermination, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Mon cher Marc, pourquoi certains athlètes s'effondrent sous la pression et d'autres y carburent et produisent encore plus? Vous savez, Yogi Berra avait dit, à l'époque, le baseball est 90% mental, l'autre moitié physique. À la Yogi Berra, ça fait pas de sens, mais ça fait plein de sens. Tout est dans l'approche. L'approche veut dire quoi? L'approche veut dire préparation, la visualisation, toutes ces choses-là. Le sérieux que tu y mets. Ben, non, ça ne veut pas dire que le gars qui a de la difficulté en pression n'est pas sérieux, mais n'est pas capable de vivre le moment présent, n'est pas capable, on se fait des idées, on anticipe des mauvaises choses. C'est pas facile, parce que carburer à la pression, c'est extraordinaire. C'est la même chose dans les médias, parce que je pense que pour un ex-joueur comme toi, moi j'ai joué pas à ton niveau, je pense que ce qui se compare le plus, qui se rapproche, en termes de pression, en termes aussi de dopamine qu'on va chercher, c'est la présence en ondes. Un peu comme une présence au bâton devant 3 000 ou 13 000 personnes dans les gradins. Je trouve que ça se ressent. Oui, ben absolument. Lorsque j'entends dans mes oreilles, OK, on est en ondes, oui, effectivement, là, faut être prêt, Alors, il y a une préparation à ça. Tu sais, il y a une préparation à ça. Puis je ne dis pas qu'ils ne sont pas préparés, ceux qui échouent là-dedans, mais c'est clair qu'on se met une pression qui est additionnelle, qui n'est pas nécessaire. Puis juste aller les choses, déjà, ça serait un bon conseil. Ça, c'est un point qui me chicote. Je suis peut-être un petit peu puriste, mais je crois au respect dans le sport professionnel. Exemple, ne pas voler le but quand c'est le deuxième but, quand c'est 10-0 en 9e manche. Là. On a vu des, comme on dit, bench clearing, et pour cause, parce que tu ne vas pas humilier l'adversaire. Qu'est-ce qui explique l'arrogance d'aujourd'hui lors de célébrations de circuits, de toucher dans la NFL, de buts au hockey, chez plusieurs athlètes professionnels qu'on ne voyait pas il y a 20 ou 30 ans? Là, les danses, moi, dans zone début, là, à 3 puis à 4, puis on regarde la caméra, là, moi, je suis plus capable. Je trouve que ça ne correspond pas à l'image du bon sportif. Alors là, on pourrait avoir un débat là-dessus. OK. Dans le sens que ça te fait du le sport, c'est du spectacle. Okay. En partant, OK? Là, je comprends ton argument sur le fait que... Mais je te pose la question. Oui. OK, c'est 10-0. Ça va faire du bien de faire interviewer. OK, c'est 10-0. Tu veux pas que je vole le but, mais là, tu t'en vas au bâton. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Est-ce que tu essaies de frapper un cirque? Tu veux frapper une balle d'aplomb, là, tu veux pas avoir l'info. Donc, moi, je vais arrêter de voler le but, mais... Puis toi, tu vas t'empêcher de frapper. Arrête de frappe pas de cirque. Donc, tu comprends que de l'autre côté, ça ne fait pas de sens. Je suis d'accord qu'à un moment donné, rendu un certain pointage... c'est l'humiliation plus que du spectacle célébration. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, je comprends que voler des buts, il y a quelque chose là. C'est comme si tu t'en vas au bâton puis tu prends un élan, tu perds ton casque parce que tu veux tellement frapper la balle à 500 pieds du marbre. Il faut en prendre et en laisser dans ça. Moi, je pense qu'il faut prendre un petit peu de maturité. Je ne sais pas si c'est le bon terme à ce niveau-là, mais ça reste du sport. Puis, parce que c'est sûr que l'arrogance peut réveiller l'adversaire aussi, mais pas à 10-0. Il y a toujours la limite entre la confiance et l'arrogance. Oui, ça c'est Juan Soto fait partie de ce type de joueur-là. Quelques questions rapides. Nous sommes bousculés par le temps. La qualité première du gérant gagnant,
pratiquement dans tous les sports, mais là, on parle de baseball. Tu as Peter Laviolette qui vient de réussir une 50e victoire avec une 3e équipe différente en saison régulière. Chapeau. C'est sûr qu'on pense à Tommy Lasorda pour la qualité première, c'est savoir motiver ses troupes. Ouais. Mais toi, c'est quoi la qualité première du gérant? Communication. Ça connaître qu'est-ce qu'on fait ensemble. On travaille ensemble. Tu t'attends à quoi de moi? Qu'est-ce que je peux m'attendre du reste? Tu comprends? Moi, d'avoir des gérants à l'époque qui mettaient leur formation, mettaient ça, puis ils disaient plus un mot. Puis là, tu frappes premier, puis le lendemain, tu frappes 7e. Pas d'explication. Pas d'explication. Ouais. Quand tu n'as pas d'explication, qu'on soit jeune ou moins jeune... Ça porte à confusion. Ben, puis souvent, tes idées sont plus négatives que positives. Tu sais, tantôt, on parlait, là. Fait que, juste de parler, juste de savoir. Puis on s'en va où? Ça, c'est pour un gérant. Puis parce qu'il va s'adapter aussi à chacun des joueurs à ce moment-là. Excellente réponse. C'est presque un vrai ou faux, mais tu as des choix. Je suis vraiment intrigué de voir tes réponses. Dallas Green ou Dick Williams? On parle de gérant. Oh non, je comprends très bien la question. Alain va avoir du fun à écouter oui, ça. Ben, écoute, je vais dire Dallas Green parce que je n'étais pas un fan de Dick Williams. Okay. Billy Martin ou Tony La Russa? Billy Martin. Section un peu différente, on peut l'appeler la section des tricheurs, ça dépend pour qui. Alex Rodriguez ou Mark McGwire? Mark McGwire. Ty Cobb ou Babe Ruth? Babe Ruth. Tony Gwynn ou Kirby Puckett? Je suis obligé de dire Tony Gwynn, même si j'adore Kirby Puckett. En une phrase, le dossier des expos. Est-ce qu'on peut encore vivre d'espoir? Ça fait 20 ans cette année, 2004. T'en es où là-dedans, toi, personnellement? Ben, écoutez, je suis un éternel optimiste, mais je ne suis pas optimiste dans ce dossier-là. Le record individuel du sport, du baseball professionnel le plus impressionnant qui risque de ne pas être battu, moi, c'est les 5000 retraits de Nolan Ryan. Toi, c'est... La séquence de matchs consécutifs de Cal Ripken, peut-être? OK, que j'ai interviewé sur le terrain alors qu'il était dans sa... Je t'en ai parlé pendant sa séquence. Quel chic type, gentil. J'avais jamais vu un athlète prendre autant de temps à signer des autographes. Ah, il était extraordinaire. C'était fou. Extraordinaire. Marc, je vais poser la question de façon inversée par rapport à l'argent dans le sport professionnel. Je fais partie de ceux qui ne s'identifient pas, exemple, à un quart arrière qui joue 17 matchs et qui fait 50 millions, malgré la tâche difficile. Je vais poser la question donc de façon inversée. Est-ce qu'une équipe professionnelle maintenant est trop gérée par rapport à l'argent que son personnel et le talent? Parce que là, les tribunes téléphoniques où les gens appellent, c'est plus pour dire « Ah, j'aime le lancer frappé de tel joueur, j'aime le patin de l'autre. » On devrait aller le chercher, il fait juste 2,1. Moi, là, j'ai de la misère avec ça. Ouais. C'est malheureusement la réalité du sport aujourd'hui. C'est vrai que c'est sûr qu'une fois que le match commence, que ce soit au football, au baseball, au hockey, on commence pas à parler de salaire, on commence pas à penser de salaire, mais inévitablement, ça refait surface parce que si un Mahomes, par exemple, ne produit pas, on va dire « Ben oui, mais là, il fait tellement d'argent. » Fait que ça fait malheureusement partie. Les Shohei Ohtani qui signent 700 millions. Fait que on aime ou on n'aime pas, on embarque ou on n'embarque pas. C'est la réalité des choses. Avant, c'était « The name of the game is pitching », puis maintenant « The name of the game is money ». Presque. Ben, en fait, oui, parce que quelle équipe peut mieux gérer, puis là, je pense aux Rays de Tampa là, dans le baseball, mais quelle équipe peut mieux gérer son équipe en termes de talent et en termes, évidemment, d'investissement. Puis, tu sais, je regarde, par exemple, les Mets de New York, c'est probablement la pire équipe à ce niveau-là. Tu sais, parmi les équipes qui ont le plus haute masse salariale, mais les victoires ne suivent pas. Alors, là, on est rendu là. On est rendu quelle équipe peut mieux gérer les salaires, même si ça fait quand même un petit bout de temps, parce que même à l'époque des expos, on parlait déjà de ce sujet-là. Puis, Charles Bronfman a vendu les expos parce qu'il ne voulait pas payer un joueur $1 million par année. Là. Fait qu'on on comprend que ça fait quand même partie du sport depuis un certain temps. C'est le départ de Gary aussi. Bon, tout à fait. Hein? C'est en grande partie le départ de Gary. Marc, ma dernière question, est-ce qu'on peut s'attendre à 110 victoires et plus des Dodgers de Los Angeles? Oui. Oui. Écoute, les 3 premiers frappeurs, là, je m'excuse. Pourquoi ils sont 8-3, là? Plus que ça, là, ils ont 10 victoires. Ils ont 10 victoires. Ils ont atteint les 10 victoires, mais avec Betts, Ohtani et Freeman en partant, des lanceurs qui vont revenir, Walker, Buehler, 110 victoires, puis je m'attends peut-être à presque une centaine de victoires du côté des Orioles de Baltimore. Ça va être intéressant. Merci de ta présence à l'émission
et surtout pour cette grande passion que tu nous vulgarises à merveille et nous transmets de brillante façon. On va garder le populaire, et tu en fais partie, on va garder le baseball populaire et en vie grâce à des gens comme toi qui le vivent au quotidien. Et je te souhaite tout simplement un bel été et à bientôt. Merci Marc. Toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine Marc. Bye bye. Maintenant, je vous parle d'un nouveau partenaire de l'émission Flashback, soit le Centre de vinification L'Aquavin, un endroit de qui on ne dit que du bien, un accueil et un service réputé, et ce, depuis plusieurs années. Venez choisir à partir d'une vaste sélection de cépages à votre goût pour des achats vraiment avantageux, à moindre coût. Aussi disponibles des gravures personnalisées sur le verre de choix qui correspond à ce que vous désirez, ainsi qu'un service d'eau fraîche disponible 24 heures sur 24. Un mot résume bien la réputation de l'Aquavin, une qualité assurée. Et l'adresse, c'est le 2160 chemin Gascon à Terrebonne, le numéro de téléphone dans le 450-964-2122. Chez l'Aquavin, vous goûterez la qualité. Je vous parle maintenant de JR Centre d'Auto. Tout ce qui concerne votre véhicule sera traité avec l'excellence d'un service établi, et ce déjà depuis 1997. JR Auto est un atelier, un garage apprécié, un expert pour les pièces de qualité, un service de navette et de véhicules de courtoisie aussi disponibles sur place. Et quand on parle d'entretien, d'alignement, de vérification de toutes sortes, JR Auto, une entreprise familiale de premier plan, spécialisée aussi en véhicules et marques de choix, telles que Ferrari, Mercedes, Porsche ou Audi, également expert pour camions et voitures pour pistes de course. L'adresse 14 464 Notre-Dame-Est à Montréal. Chez JR Centre d'Auto, un service personnalisé de grande qualité. Maintenant, un mot sur un domaine très en vogue et ayant connu une progression fulgurante au cours des dernières années, soit le tatouage. Et quand le temps arrive de choisir un artiste tatoueur, le mot expérience exprime la confiance. Et c'est ce qui vous attend chez Tatouage Rockstar. Il est difficile de faire confiance et de trouver le parfait artiste tatoueur, comme vous le savez, et pour être reçu avec professionnalisme et gentillesse, et pour que vos désirs et vos tatouages soient réussis avec finesse, une seule bannière, soit Tatouage Rockstar. C'est situé à Repentigny, l'adresse 338 Notre-Dame, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 932-3090. Tatouage Rockstar pour la garantie d'un travail réussi. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. Il fut technicien en sonorisation de nombreuses années, passionné de dance music et toujours DJ à ce jour, et ce, depuis 25 ans. Donc, pour parler musique et nous partager son parcours, ses opinions et sa liste des meilleurs hits des dernières années, avec nous, un homme de musique bien articulé, DJ Pat Doff, Patrick Dufresne. Bonjour Patrick. Salut, ça va bien, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Je suis content de te rencontrer. Ouais, moi aussi, on avait hâte de faire cette entrevue-là. Oui, ben oui. Bienvenue donc à l'émission. L'un des aspects les plus importants de l'émission Flashback, c'est la musique. Et je pense que toi, la musique, après ta famille, évidemment, c'est ton carburant depuis toujours. Pourquoi la musique est si importante pour toi? Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? L'émotion. Okay. À la base, l'émotion. L'énergie. L'énergie, le vibe. Écoute, je suis un artiste dans l'âme, okay. Toujours. Mais je pense que ce qui vient me chercher, c'est l'émotion de la musique. Peu importe le style. Ouais. Chaque style apporte sa couleur et son émotion et son vibe. Ouais. C'est ce qui me fait vibrer. C'est pour ça que... Vibrer, ça c'est le mot. Exactement. Mais la musique, c'est de la vibration, c'est des fréquences. Parce que quand on danse, on vibre. Exactement. On dit dance music, mais on aurait pu dire vibration musique aussi. Peu importe, peu importe. La question maintenant, je vais aller directement au but, dans le vif du sujet. Est-ce que la musique d'avant était meilleure que celle d'aujourd'hui? Parce que je sais que tu as un point de vue qui va surprendre. Oui, selon moi, non. Selon moi, la musique est différente. La musique évolue. Tu sais, oui, je suis DJ, mais je suis aussi musicien. J'ai une formation en musique et je suis aussi technicien. Fait que je comprends un peu tous les sphères qui touchent à la musique. Puis je pense que plus le temps avance, plus le côté technique est de mieux en mieux. Les tunes sonnent beaucoup plus qu'avant. Les masterings sont beaucoup plus impressionnants. Ouais. Comment je peux dire, on va chercher plus, je trouve, on va chercher plus d'originalité aujourd'hui qu'avant. Ça, c'est probablement chose qui peut être différent. Les remixes aussi, là, je m'y fais, parce que la version que tu entends la même depuis 40 ans, qui est parfois remixée et bonifiée en termes de punch, ça vient ajouter un petit quelque chose qui est appréciable. Oui.
c'est sûr qu'il y a beaucoup de remakes, il y a beaucoup de remix, comme on dit. Puis c'est peut-être c'est peut-être mal vu là, mais ça apporte du bon aussi, je trouve. Ça apporte du bon. Puis il y a beaucoup de vieilles chansons souvent qui sont pas connues du public plus jeune. Puis on les refait vivre. Puis tu sais, faut s'entendre que la scène dance, la scène électronique vise de plus en plus les jeunes. Ça a arrêté ici un petit peu, mais ça peut revenir. Ben oui, en fait, aujourd'hui, les événements et les shows qui attirent le plus de monde, c'est des événements électroniques. Exactement. Tu sais, on est rendu ailleurs là. L'aspect le plus difficile du DJ, peut-être aussi sur le long terme, parce que tu l'as vécu à un moment donné, tu as eu une période d'essoufflement, tu as pris une pause. Mais c'est quoi l'aspect le plus difficile pour être DJ? La vie nocturne. Première des choses. C'est l'aspect physique de la chose. Ça, c'est difficile. Et l'autre chose, c'est parce que tu es vieux. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est difficile aussi, c'est quand on est résident et qu'on fait 3 soirs semaine, mais 3 soirs semaine à remettre un peu les mêmes chansons, parce qu'on s'entend que quand on mixe 5 heures en ligne, là, des chansons à 2-3 minutes, là, on en met. Là. Fait qu'à un moment donné, d'une semaine à l'autre, c'est un peu tout le temps les mêmes chansons. À un moment donné, on stand. C'est comme refaire tout le temps les mêmes recettes. Là. C'est un peu la même chose. Est-ce que le DJ se doit d'être perfectionniste? Absolument. Poser la question, c'est y répondre. Il faut. Mais il y en a qui le sont moins. Il y en a qui le sont moins. Exemple, ils vont te faire jouer la même tune aux mêmes heures. Ça, c'est un manque de perfectionnisme. Parce que tu ne penses pas que tu te répètes, tu y vas pour, comme on dit, la bonne vieille chaise berçante. Oui, ça c'est sûr. Ce qui doit être difficile, c'est les grands DJ internationaux qui font des tournées. Et qui sont des pieds. Qui, eux, sont accompagnés d'une production vidéo, production d'éclairage complètement démesurée. Mais ça, c'est tout fait au timecode. Tout est prévu à la seconde près. Fait que c'est des sets de musique qui sont prévus, mais comme un musicien. Un musicien qui part en tournée fait le même setlist. Toujours. Les mêmes chansons dans le même ordre. Toujours. C'est comme un musicien. C'est ça. Mon cher DJ Pat Duff, ta première expérience, mais c'est dans un camping à l'âge de 13 ans. Puis à 19 ans, 20 ans, tu as eu ton premier... break, comme on dit dans le milieu, ta première job, au pub à Jimmy, à Repentigny. On s'est pratiquement croisés parce que j'ai animé là à la fin des années 90. À l'an 2000, donc, durant 3 ans, tu as travaillé à l'ancienne Ripaille, tu étais résident. Ça, c'est de 2003 à 2006. Tu as été aussi à Tremblant, au café de l'époque, l'Octobar, 2007-2008. Et par la suite, tu t'es surtout concentré sur des événements du corporatif. Tu es musicien, tu as une formation en sonorisation, aussi comme batteur, drummer. Tu as travaillé chez Solotech comme technicien du son pendant 13 ans. Comme directeur du magasin. OK. Est-ce que ta formation comme technicien en son vient t'aider? Moi, je pense que oui, et grandement. Mais je ne veux pas te souffler de réponse, dans tes fonctions de DJ. Énormément. Et pas seulement au point de vue du câblage et de quoi choisir comme équipement, mais sur le son que tu présentes, quoi monter, quoi baisser. Quand on mixe, là, excusez le terme, là, on merge 2 chansons, là, mais on doit faire ce mélange-là au niveau des fréquences, au niveau de la sonorité, puis il n'y a pas une recette parfaite, là. Chaque chanson est différente. Chaque chanson, chaque moment, chaque phrase d'une chanson est différente. Il faut, en tant que musicien, DJ et technicien, il faut être capable de catcher ça live et rendre ça spectaculaire et agréable à l'oreille live, là, sur le champ. Fait qu'il faut connaître, évidemment, exactement ce que chacun des boutons de la console fait, puis il faut l'appliquer au bon moment, mettre la bonne sauce. Tes parents n'étaient pas dans la musique, mais tous tes cousins étaient DJ, ce qui a une influence pour toi, donc il y a une influence parentale, familiale plutôt. Tes débuts sur table tournante, là, tu m'as fait rire en entrevue quand on s'est parlé de nombreuses fois. Tu calculais tes temps sans pitch. Pas facile, ça? Ben non, mais j'ai commencé à mixer, il n'y avait pas de CD à pitch encore. Tout ce qui avait un pitch,
dans le temps, c'était des tables tournantes, des SL 1200. Mais toi, tu n'en avais pas. Ben, j'en avais pas. J'avais pas de SL 1200. J'avais pas les moyens de me payer ça à l'âge de 15 ans. J'avais ça chez mes cousins, mais j'avais pas ça, j'avais pas ça à la maison. Et j'avais des lecteurs CD. Je calculais mes temps pendant 1 minute de temps avec ma montre. Je les notais sur yes. Puis après ça, quand je remixais, ben, je faisais, mettons, je savais que j'avais 5-6 tunes à enchaîner ensemble. Ben, je prenais toutes les chansons à 128 bits minute, puis je les mixais ensemble. Ça marchait. Est-ce que la technologie d'aujourd'hui est trop compliquée? Non. Et pas trop compliqué. Faut juste la connaître. En fait, la technologie d'aujourd'hui permet d'en faire tellement plus. Tellement plus. Oui, c'est beaucoup plus facile, mais ça en permet d'en faire beaucoup plus, de sonner beaucoup mieux et d'amener le DJing à un autre niveau. Ce qui est souvent, on sait bien, c'est trop facile. Il y a plus de limite. Oui, c'est facile. Oui, c'est sûr qu'on peut peser sur un bouton puis ça beat-sync les deux chansons en même temps, toute seule, sans avoir à le faire manuellement. Mais le faire manuellement, ça demande du temps. Ouais. Pendant que tu fais pas ça, tu peux faire autre chose. OK. Est-ce que tu aimes encore à ce jour, parce que c'est sûr que de poser la question à un homme de 45 ans, c'est pas comme un jeune homme de 21, mais l'aspect popularité du DJ, parce qu'on ne va pas se le cacher, un DJ, ben, il pogne plus qu'un client. Je veux dire, il reçoit des drinks, Ouais. il est populaire, Ouais. on lui fait des demandes, ainsi de suite. Est-ce que l'aspect popularité du DJ, pour toi, c'était important? Est-ce que ça pesait dans la balance? Peut-être plus maintenant que tu es vieux. Pas la popularité Mais quand tu étais auprès. jeune, Ouais, c'est ça. Ben, je dirais pas la popularité auprès des femmes. Surtout, c'est pas tant ça, parce que tous ces années-là, j'avais des blondes. Mais mes popularités en termes de reconnaissance des gens, en termes de les gens, un peu comme un musicien, les gens te voient un peu comme la star de la soirée. Ça, oui. Parce que tout artiste va un peu rechercher ça. On va chercher l'amour du public. Sur scène, c'est magique. Ben, c'est la magie. On veut que les gens nous regardent, on veut que les gens soient contents, on veut que les gens lèvent les bras dans les airs, puis fassent comme « Wow, tu me fais vivre un moment, tu me fais vivre un party ». C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on cherche. Mais il y a moins de gens qui lèvent les bras en l'air quand on nous voit qu'on n'est pas DJ. Oui, en effet. En effet. Donc, être DJ, c'est être musicien et son instrument, c'est sa console. Exactement. Donc, il est très important aussi de connaître la musique avant de vouloir être DJ. Si tu avais un conseil à donner aux plus jeunes. Oui, mais il faut connaître ses chansons. C'est bien beau la technique, là, mais il faut connaître la musique. Mais la chose la plus importante, c'est de connaître la structure de la musique, comment la musique est faite, est bâtie, comment une chanson est bâtie. Ça, c'est ce que les nouveaux DJ souvent ne maîtrisent pas. C'est sûr que moi, en tant que batteur, ben, pour moi, c'est comme... C'est la base, là, pour moi, mais c'est pas inné comme ça chez tout le monde. Tous les passionnés vont finir par dire qu'il manque de temps. Être DJ, oui, tu as encore ça dans le sang, mais l'horaire, non. Exactement. Tu ne serais plus capable de faire 3-4 soirs par semaine. C'est pour ça que j'avais délaissé. Tu es plus dans l'événementiel. C'est pour ça que j'avais délaissé ça. La plupart des DJ vont dire ça après 40 ans, je pense. Normal. Pas tous, mais presque. Avoir une vie de famille et DJ ou musicien, c'est des travails qui demandent à être booké tout le temps les vendredis, samedis soirs. Mais quand on dit vendredi, samedi soir, mais c'est booké de nuit aussi, là. Fait que, en fin de compte, ça occupe la fin de semaine au complet. Mon cher DJ Pat Doff, est-ce que mixer la spécialité du DJ, tu l'as ou tu ne l'as pas? Le rythme? Non, ça s'apprend. Ça s'apprend? Oui, ça s'apprend. Qu'est-ce qui fait une soirée réussie pour DJ Pat Doff? Une soirée réussie, c'est des tapes dans le dos à la fin de la soirée de la plupart des gens qui disent « Wow, j'ai vécu une soirée formidable. Quand on dit « ton set était juste incroyable, c'était une des meilleures soirées. » Mettons, puis qu'une belle demoiselle va te dire « ta musique était incroyable, voudrais-tu coucher avec moi? » Ça fait une belle soirée. Ah, ça, c'est sûr que ça fait un petit vlog. Ça fait un petit vlog. OK. Tu te définis comment comme DJ? Énergique. Très énergique. Moi, je danse derrière ma console. OK. Alors ça, j'aime ça. Ouais. J'ai connu DJ Bob Legrand, qui était un grand danseur aussi. On dirait que ça rajoute... Même Benoît Vinet aussi. Benoît, il tape du pied, il se fait aller, il se déhanche, c'est le fun.
J'adore ce côté-là. Donc, pour toi, les clubs, c'est loin d'être terminé, mais pas 3 fois par semaine. Exactement, exactement. Tu es maintenant représentant en pièces automobiles. Oui. Tu as vraiment un CV varié. Oui, oui, mais c'est parce que je suis un gestionnaire et représentant dans l'âme. Oui. Fait que j'avais 2 passions dans la vie, la musique et l'automobile. L'automobile, c'est une passion qui s'est un petit peu plus descendue, si on veut, avec l'âge. Mais là, la crise de la quarantaine, faut que je le dise, me ramène à mes vraies passions. Puis je me dis, crime, pourquoi pas revenir dans ce qui me fait vraiment, ce qui me drive vraiment. On comprend ça en vieillissant qu'il faut aller non seulement vers des relations vitamines, mais aller vers le positivisme, vers nos passions. Je pense que c'est la clé. C'est fort intéressant. Nous allons prendre une petite pause, mon cher DJ Pat Duff. Merci. Très heureux de te recevoir ici à La Ripaille, puisque je vous rappelle que vous regardez Flashback en direct de la superbe brasserie La Ripaille de Repentigny, un endroit mythique, et que nous sommes présentement en compagnie d'un spécialiste en sonorisation et en chanson, DJ Pat Duff, Patrick Dufresne. Maintenant, je vous parle d'un partenaire important de l'émission Flashback en direct. Pour certains, le terme vieillir est source d'inquiétude et d'inconfort, mais plusieurs solutions anti-vieillissement sont disponibles. Et c'est d'ailleurs la grande spécialité de Mélanie Drapeau Académie. Que ce soit pour le visage, le cuir chevelu, vos lèvres, notamment avec les injections au Botox afin de vieillir en beauté, choisissez des options de qualité éprouvée, une gamme, dis-je bien, de services sécuritaires pour défier les effets du temps. Des professionnels dévoués pour révéler votre beauté. Et pour nous rejoindre, c'est plutôt facile. Textez-nous au 450-999-0540. Mélanie Drapeau Académie, une clinique médico-esthétique unique. Maintenant, on va s'adresser aux célibataires de ce monde qui sont quand même assez nombreux, merci. Il ne faut surtout pas cesser d'espérer puisque rencontrer peut être compliqué et afin de permettre une éventuelle rencontre pour une approche crédible, sécuritaire et sérieuse, pensez au site de rencontre Effet Tandem. Vous en avez assez d'être seul, vous aimeriez rencontrer, vous ne savez où aller pour y arriver. Pour une rencontre sérieuse et sécuritaire, pensez au site de rencontre Effet Tandem, une approche innovatrice et différente qui vous attend sur place. Donc, la vie est bien meilleure à deux. Effet Tandem, pour ceux qui voudraient dire encore je t'aime, Effet Tandem, s'unir et s'épanouir, peu importe votre passé. Le numéro de téléphone pour une rencontre sérieuse et agréable dans le 514, c'est le 435-4094, effettandem.ca. On va revenir à nos moutons, mon cher Patrick. Être à l'avant-plan, on carbure à l'amour, oui, à la reconnaissance du public, et c'est ça la vraie paye du DJ, comme on le disait? Oui, c'est ça la vraie paye. On ne fait pas du DJing pour l'argent. Non, mais pas dans les clubs, en tout cas. Je dirais, on se cachera pas la vérité. Ou s'il y a un contrat, puis là, c'est le temps de payer, on coupe ça de moitié. Le corporatif est beaucoup plus payant que le club, mais le club est plus satisfaisant pour un DJ que le corporatif. Bien, ça répond pratiquement à ma prochaine question. C'est quoi qui est le plus satisfaisant pour toi en tant que DJ? Ah, la réaction du public. Oui, c'est la réaction du public. Là, puis c'est de m'amuser aussi. Ouais. Beaucoup m'amuser. Comment sera le DJ de demain? Très technique. Très technique. Peut-être trop technique. C'est pour ça que... Puis là, ce qu'on voit là, de plus en plus, là, c'est que la scène électronique devient de plus en plus des producteurs de musique. Okay? C'est des gens qui composent leur musique. Fait que de plus en plus, les DJ reconnus mondialement sont des producteurs de musique et font leur propre matériel, sont des musiciens à la maison. Ce qui était moins le cas des années 90. On parlait plus de producteurs qui composaient leur musique à la maison, qui enregistraient des voix puis après ça, ces chansons-là étaient jouées par des autres DJ. La musique de club, est-ce qu'elle va être différente dans 10 ou 20 ans? C'est sûr. Beaucoup différente? Pas plus que la différence qu'on voit là présentement entre la musique des années 90 et moi je vois pas une si grosse différence que ça, je vois juste une évolution, je vois juste des nouvelles sonorités. Un mot maintenant sur la préparation du DJ qui est parfois sous-estimé, mésestimé par certains, autant chez le client que le DJ lui-même. Est-ce que pour toi la préparation est d'une importance capitale? Pas tant, parce que
Parce que un DJ qui va se préparer, c'est quelqu'un qui va, c'est vraiment quelqu'un qui va préparer son set à l'avance pour se, comment je peux dire, pour se sécuriser, je dirais. Dans mon cas, c'est pas comme ça. Dans mon cas, je suis habile avec, je suis à l'aise avec tout. Puis moi, je vais m'adapter à l'auditoire qu'il y a devant, puis je vais m'adapter à l'auditoire que je vais avoir ce soir-là. C'est sûr que tu fasses un corpo ou un club, souvent, tu sais pas vraiment dans quel mood la soirée va se dérouler. Est-ce que les gens, quel âge vont avoir les gens? En fait, quel âge les gens sur le plancher de danse vont avoir. C'est ça la grosse différence. Fait qu'une préparation... Souvent, je vais me préparer, mettons, je vais me faire une préparation, puis finalement, la soirée même, je vais aller complètement à gauche parce que ma préparation est juste pas adéquate à mon public. Mais ça nécessite une grande, grande connaissance de ta musique. Mais la préparation, elle doit se faire dans nos équipements puis dans mes playlists. Si tout est préparé d'avance, je veux dire, si tout est bien classé, je suis capable de retrouver mes choses très, très, très rapidement et m'adapter très rapidement. Parlant de hits, tu as concocté pour nous ton top 15, tes favorites et les plus marquantes, disons, des 30 dernières années. Si tu veux procéder. Oui. Commence par le numéro 15. En fait, c'est surtout selon les critères. En fait, c'est pas mes préférés. Je dirais que c'est des chansons qui sont très marquantes, puis pour moi, qui ont influencé beaucoup l'évolution. Je vais y aller en ordre chronologique. OK, vas-y. Je vais y aller en ordre chronologique. Numéro 1, puis j'ai commencé en 90, OK? Pour les années 90. 80, j'ai laissé ça derrière. Okay. Je commence avec Snap, Rhythm is a Dancer. C'est une chanson qui a complètement révolutionné le dance music. Une des premières chansons qui était un peu sous le pattern de une fille qui chante le refrain et un gars qui fait un rap dans le couplet. C'était dans les premières. Après ça, je tombe pour les connaisseurs peut-être un peu plus, The Elder Brothers, qui ont fait plein de chansons, mais la première qui est sortie, c'était Don't Stop. Complètement un nouveau son, complètement ailleurs. Ça a fait jaser. Puis encore aujourd'hui, on met ça, puis les gens, sourient, puis ça leur rappelle leur jeunesse. Puis après ça, je tombe avec, là, on tombe un petit peu plus techno house, New Order, Confusion, évidemment. Qui est une chanson qu'on tourne encore, que je tourne encore, puis qui est encore remixée aujourd'hui. Remixée, puis qui est encore tournée dans les clubs, puis qui va ne jamais, jamais mourir. Ça, c'est sûr. Puis il va toujours rester d'actualité. Évidemment, la Confusion de New Order a été faite il y a très longtemps, là, en version plus... comment je peux dire, New Wave, là. Mais la version qui est sortie, c'est dans le film Blade, en 98. La chanson a été faite en 95, là, mais a été popularisée en 98. C'était le Pump Panel Reconstruction Mix. C'est lui, le mix officiel. Après ça, on tombe en 96, que tu vas peut-être connaître. L'artiste est moins connu, Boris Doglosh. Qui Push It, exact. Qui était vraiment une chanson qui a marqué mais le début du house, tu sais, le house très populaire, la popularité du house c'est dans les premières tunes marquantes. Si je connaissais pas cette chanson-là, je pense que je connaisserais pas grand-chose. Tout le monde connaît cette chanson-là, mais souvent le monde ne connaît pas l'artiste, souvent. La plupart le connaissent, mais la chanson, tout le monde connaît la chanson. Après ça, Sneakers Pimp. Dans le même style, Spin Spin Sugar, qui est encore une chanson qu'on peut faire jouer aujourd'hui et qui est encore d'actualité. Intéressant. Après ça, chanson plus... on tombait dans le hard dance, ce qui a débuté les années 2000, techno hard dance, Derb, qui était Derbus. Chanson qui... On n'entend pas vraiment beaucoup. C'est une bombe. C'était une bombe. C'était une chanson que je jouais à la ripaille. L'ancienne ripaille. Puis c'était vraiment pas la clientèle cible, là. Pas du tout. Mais les gens capotaient, là. Ça a été... les gens venaient fous avec cette chanson-là. C'est une chanson plus techno. Intéressant. Fait que, après ça, on tombe à Benny Benassi, Satisfaction. Aussi, qui a révolutionné beaucoup un nouveau son. Complètement un nouveau son
pas techno, ben ouais, je dirais peut-être plus techno, ben tu sais pop, mais plus populaire, qui pouvait passer à la radio, mais complètement une nouvelle forme d'onde. Après ça, je tombe, là j'ai mis une chanson hip-hop plus rap, puis c'est moins mon style, mais c'est un incontournable. Fat Man Scoop, Be Faithful. C'est encore probablement la chanson qui fait lever plus un plancher de danse, évidemment, qui est encore remixé de tout le temps. David Guetta, 2007. Là, écoute, j'aurais pu en nommer plein. Mais là, ouais, mais en fait, j'ai juste mis la première. La première, c'est Love Is Gone. Ouais. C'est pas la meilleure. Pas nécessairement la meilleure, mais c'est la première de David Guetta. C'est la chanson qui l'a lancé, qui l'a fait connaître. Évidemment, David Guetta, il est encore le DJ le plus vendu au monde. Puis sa première tune est en 2001. Je pense que c'est le deuxième. Deuxième peut-être. En tout cas, c'est probablement un de ceux pour quelques millions. C'est probablement un de ceux qui a le plus d'écoute. Oui. Après ça, on tombe à là, quelque chose d'un petit peu plus, peut-être un petit peu plus méconnu, mais qui est encore très d'actualité. Zoé Baldwin, Release Me, pour les connaisseurs de TV, Rocket It. C'est une chanson que souvent ça dit rien aux gens, là, mais quand je la fais jouer... De toute façon, ce sont des suggestions en même temps pour les gens. Ben ça, c'est une chanson que les gens peut-être connaissent pas le titre, mais ouais. Après ça, on tombe avec Avicii. Avicii qui en est complètement Levels qui est, selon moi, sa meilleure. Apporter une nouvelle vibe. Là, après ça, je tombe dans ce qui a vraiment... Avicii, c'est vrai aussi, là, mais je tombe dans ce qui a vraiment lancé la scène électronique, qui a mis la scène électronique en avant-plan. Puis... quand il y a un DJ remplissait une salle complète, là, juste pour un DJ, là, autant que U2, là, disons, là, Hardwell. Hardwell, encore là, j'aurais pu en nommer plein, mais j'ai mis Dare You. Dare You, pourquoi? Parce que pour moi, c'est la chanson qui me fait le plus vibrer, qui vient me chercher en dedans, qui me rend ému. Et la dernière? Il t'en reste deux, je pense. En fait, il m'en reste trois, je peux y aller rapidement. Alesso, If I Lose Myself, qui est un remix de One Republic, qui est une grosse tune. Tiesto, encore là, j'aurais pu mettre une ancienne chanson de Tiesto, mais mettons quelque chose d'un petit peu plus récent, 2017, Boom, qui est une chanson qui a fait jaser beaucoup. Et là, on tombe dans plus récent, plus d'actualité, Fisher. Fisher qui en est complètement un nouveau son, Losing It. Intéressant. Fisher... Puis là, j'aurais pu nommer Mopi, j'aurais pu nommer plein de nouveaux qui sortent avec des nouveaux sons complètement wow. Pat, en terminant, si tu avais un conseil à donner, suite à la COVID aussi, c'est restreint comme poste pour les DJ, peut-être un DJ qui est un peu sur la voie du découragement, ou un DJ qui commence et qui croit avoir cette passion et ce rythme en lui, tu donnes quoi comme conseil en une phrase ou deux? Bonne question. Achetez-vous un premier contrôleur, puis lancez-vous. Ça prend un contrôleur, lancez-vous, downloadez de la musique, puis amusez-vous, apprenez votre instrument. C'est possible pour tout le monde. Ben, je te remercie de ta présence. S'il y a quelqu'un qui veut s'adjoindre tes services, qu'est-ce qu'on doit faire? On m'appelle au 514-977-8898 ou tout simplement sur Facebook, sur mon Facebook personnel, Patrick Dufresne. Ben, merci DJ Pat Duff. Je te souhaite un bel été et encore beaucoup de musique et je te dis tout simplement à bientôt. C'était très intéressant. Merci Pat. Très gentil, merci. Maintenant, vous êtes amateur et même maniaque de sport et particulièrement de hockey et de hobby de toutes sortes. Pensez au groupe TW Prestige, spécialiste en cartes sportives et en cartes de hockey notamment, à la fine pointe du mémorabilia. Pour sportifs passionnés, le groupe TW comprend TW Prestige et TW Sports Cards. Pour bien vous servir, plusieurs succursales au Québec, également des événements qui ne laissent personne indifférent. Pour des produits du présent ou du passé de qualité, spécialement de hockey et de hobby, groupe TW Prestige, une entreprise de premier plan pour des achats rares et satisfaisants. C'est situé à Le Gardeur, au 423 boulevard Lacombe. TW Prestige, un groupe pour vous mener à la coupe. Merci également au Centre d'imagerie Pixel, que l'on surnomme l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est situé au 351 Notre-Dame, un service varié, très professionnel qui vous attend chez Pixel. Merci à nos deux invités. Ici Steve.